Bonjour et bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com. Comme chaque vendredi, on vous propose de décrypter l'actualité française et internationale que vous pouvez retrouver sur le site fondé par Cédric Leboussy. Économie, sociale, culture, c'est parti pour un tour d'horizon des principales informations avec pour commencer l'annonce du reconfinement en Italie, dans la zone rouge qui concerne une dizaine de régions dont l'Italie du Nord, plus précisément autour de Rome et de Naples. Alors depuis sa prise des commandes du pays en février dernier, Mario Draghi, le Premier ministre, a nourri les espoirs des Italiens d'une sortie de crise en vain. Un an après les toutes premières restrictions sanitaires, le territoire referme ses écoles, bars et restaurants, ne laissant ouverts que les magasins de biens essentiels. La population devra à nouveau se munir de la fameuse attestation de déplacement. Un peu plus de liberté sera toutefois accordée dans les zones dites orange, où les écoliers pourront notamment continuer d'assister à leurs cours. Alors à quelques jours du week-end de Pâques, qui rassemble évidemment de nombreux fidèles chaque année, notamment à Rome et bien sûr au Vatican, les Italiens de tout le pays devront se contenter de festivités en petits comités et les déplacements seront limités au niveau national pour éviter une nouvelle flambée des contaminations, comme une sensation de déjà-vu pour les habitants qui avaient dû se soumettre aux mêmes mesures en décembre dernier pour les fêtes de fin d'année, évidemment. Dans quelques instants, l'actualité française avec notre invité, l'avocat Jean-Philippe Morel, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques jours pour parler du procès du saccage de l'Arc de Triomphe par les Gilets jaunes. Du 22 au 27 mars prochain, au tribunal correctionnel de Paris se tiendra le procès du saccage de l'Arc de Triomphe lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. C'était le 1er décembre 2018. Pour représenter l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique, l'avocat Jean-Philippe Morel fera face à 10 personnes poursuivies pour des faits de vol aggravé et dégradation, entre autres. Maître Jean-Philippe Morel est justement en duplex avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, 412 personnes avaient été interpellées en 2018. 10 vont comparaître devant vous à la fin du mois. Comment est-on sûr que ces personnes aient effectivement saccagé le monument de l'Arc de Triomphe et pas seulement voulu se réfugier pour éviter les gaz lacrymogènes, car on sait qu'il y a des personnes qui ont souhaité s'abriter? Remettons les choses en perspective. Il s'agit effectivement de cet épisode quasi insurrectionnel du 1er décembre 2018 à Paris, où l'Arc de Triomphe, qui était, protégé au départ par des forces de sécurité, celles-ci ont été débordées par des gilets jaunes qui ont pu accéder sous l'Arc de Triomphe et qui ont ensuite défoncé l'accès au monument. Des dégradations ont été commises à l'intérieur du monument, c'est une certitude, une réalité. On a tous en tête les images de cette fameuse statue qui représente la Marseillaise sculptée par François Rude, qui a été saccagée et qui a fait le tour du monde, qui a causé beaucoup de dommages à l'image de notre pays et au tourisme. Nous sommes certains que les personnes qui seront jugées la semaine prochaine étaient à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Alors après, quelles étaient leurs motivations? Se réfugier, saccager, l'effet d'aubaine, la curiosité. Évidemment, on peut imaginer que les motivations sont diverses. Elles peuvent d'ailleurs se cumuler. On peut être intéressé par rentrer dans le bâtiment à ce moment-là et commettre des dégâts avec cet effet de foule et qui a entraîné des déchaînements totalement irrationnels. Une véritable enquête a été menée, On a une enquête très sérieuse, une instruction très poussée, avec des expertises génétiques. Certains individus qui seront jugés le seront parce que leur ADN a été retrouvé sur des débris d'objets qui étaient à l'intérieur du petit musée qu'il y a à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Donc il y a une certitude que les personnes sont rentrées à l'intérieur et ont pu commettre des dégradations. Justement, dans ce genre de circonstances, quelles sont les peines encourues pour les personnes jugées? On est sur des dégradations volontaires d'un monument historique. Les peines sont en principe de 7 ans, mais là elles sont aggravées et c'est 10 ans encourus parce que la notion de réunion, c'est-à-dire de co-auteur, d'auteur multiple, a été retenue par le parquet. Donc ils encourent 10 ans de prison ferme.
Et faire le procès finalement des casseurs de l'Arc de Triomphe, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi donner une tournure politique à un procès sous-jacent des Gilets jaunes ? C'est pas le procès des Gilets jaunes, c'est pas un procès politique, c'est le procès de casseurs. Alors évidemment, ça s'inscrit dans un contexte particulier, hein, c'était ce qu'on appelle communément la crise des Gilets jaunes, mais nous voulons surtout pas, nous, association qui défend au plan national le patrimoine, tomber dans ce travers. Nous, ce que nous voulons, c'est simplement que ceux qui ont cassé ce monument historique, qui sont rentrés de manière frauduleuse à l'intérieur et dans ce lieu emblématique, qui est plus d'ailleurs encore qu'un monument historique, c'est un lieu de mémoire nationale, répondent de leurs agissements. Maître Morel, que pourriez-vous répondre justement à la partie adverse qui justifierait cette violence par l'émotion ressentie, la colère du moment dans un contexte, on le sait, très tendu, mais mené par une communauté incomprise par le gouvernement ? Vous savez, on juge là avec beaucoup plus de sérénité cette affaire 2 ans et demi après qu'une comparution immédiate qui aurait pu se tenir une semaine après les faits. J'étais moi-même avocat dans l'affaire du boxeur d'Étinger, qui a été jugé en comparution immédiate. Là, l'émotion, je dirais, tout ce contexte politique et social était très prégnant. Là, nous sommes évidemment en ce moment dans un contexte tout autre, un contexte sanitaire qu'on connaît. Je dirais la pression politique sur le contexte des Gilets jaunes et le mouvement des Gilets jaunes et j'irai derrière nous, en quelque sorte. Donc, il ne s'agit pas, et je ne tomberai pas dans le travers de faire le procès des Gilets jaunes, c'est certain. Par contre, c'est un procès d'un saccage particulièrement emblématique qui a marqué les consciences. On peut même dire que c'est une sorte de profanation nationale d'abîmer, de s'en prendre à l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas neutre. Certains avaient peut-être des motivations de politique, d'autres peut-être pas, simplement l'envie de casser. On voit bien que fréquemment, lors des manifestations, des casseurs se joignent aux manifestants et aux manifestants qui peuvent être d'ailleurs tout à fait légitimes et porter des revendications légitimes. C'est bien d'ailleurs pour ça que ça ne sera pas pour moi le procès des Gilets jaunes, mais simplement de casseurs qui ont pu aussi s'associer à ces manifestations avec des intentions tout autres que celles de Gilets jaunes qui peuvent avoir des revendications au demeurant respectables et c'est pas de toute façon le débat que je souhaite avoir. Justement, que demande l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique aujourd'hui ? Alors, l'association, c'est l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique. Hein. Il y a aussi l'aspect du patrimoine historique, parce que l'Arc de Triomphe n'est pas un monument archéologique, c'est un monument historique. Elle demande l'euro symbolique. Il ne s'agit pas de venir battre monnaie. C'est une affaire de principe, de sensibilisation à la défense, à la valorisation du patrimoine national. C'est l'objet social de cette association qui a un agrément national justement pour pouvoir se constituer partie civile quand il y a des atteintes majeures à notre patrimoine dans toutes ces dimensions, hein, que ce soit le patrimoine certes parfois archéologique, l'archéologie maritime, les monuments historiques qui font l'objet malheureusement de plus en plus de dégradation. Et cette association a un rôle de sensibilisation de l'opinion publique et c'est uniquement son enjeu et son intérêt dans ce dossier, c'est pas de venir demander de l'argent. Et pourquoi vous, en tant qu'avocat, ça vous a tenu à cœur de défendre cette association ? Alors, je suis depuis plusieurs années déjà, et je suis déjà intervenu dans différentes affaires nationales aux côtés de l'association pour justement la dégradation notamment au départ de sites archéologiques qui avaient été abîmés par des détectoristes qui n'avaient pas respecté, je dirais, les sites et tout l'intérêt scientifique qu'on pouvait en retirer. Et cette association rayonne partout en France justement pour défendre le patrimoine et qui est menacé plus qu'on le pense. Merci beaucoup, maître Jean-Philippe Morel, d'avoir été avec nous. On retrouve un article qui vous est consacré sur le site de vuedailleurs.com. Justement, le JT de vuedailleurs.com continue dans quelques instants. De retour dans le JT de vuedailleurs.com pour notre partie actualité économique et sociale et direction la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui pour parler des élections régionales qui se rapprochent. Elles auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Dans la course au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset a fait entendre son intention de briguer un 5e mandat. Il peut compter sur le soutien d'Éric Correia, président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret située dans la Creuse, qui est avec nous aujourd'hui en duplex. Bonjour Éric Correia.
Bonjour. Alors vous signez un article sur vuedailleurs.com qui explique les raisons de votre soutien à Alain Rousset. Pourquoi, selon vous, devrait-il de nouveau siéger au Conseil régional ? Certains pourraient penser qu'il s'agit du mandat de trop, mais pas vous. Non, parce qu'effectivement, Alain Rousset a su démontrer à travers ce nouveau mandat régional, je rappelle que notre nouvelle région est jeune, elle n'a seulement que 6 ans, et que donc c'est un nouveau défi très important, et je ne vois personne d'autre qu'Alain Rousset, à travers ce qu'il a pu faire comme travail sur ce mandat-là, comme personnalité politique qui rassemble les valeurs de gauche, mais également les valeurs écologistes, les valeurs innovation, progressistes, et surtout dans des temps difficiles tels qu'on le vit en ce moment, je ne vois personne d'autre qui a sa stature pour demain représenter au mieux la Nouvelle-Aquitaine et être notre futur président. Alors, il y a une semaine, on apprenait qu'Alain Rousset faisait l'objet d'une plainte pour détournement de fonds publics pendant sa campagne électorale de 2015. C'est une annonce qui risque de fortement perturber sa campagne de 2021. Il ne reste que 3 mois. Comment se défend-il ? Est-ce qu'en effet, ça pourrait porter préjudice avant le jour J ? Écoutez, je ne pense pas que ça porte préjudice. Je connais bien la personne qui a travaillé effectivement au cabinet d'Alain Rousset. Pourquoi attendre 5 ans pour déposer plainte s'il y avait eu un souci ? Je pense plutôt que cette personne est dans le cadre d'une vengeance. Voilà, donc écoutez, il faut laisser travailler la justice. Cette personne a été licenciée, demandé, je crois, une indemnité que la collectivité ne pouvait pas lui donner. Voilà, donc laissons travailler la justice, mais en tous les cas, ça ne m'inquiète pas. Dans cette élection, Alain Rousset doit-il craindre de sa rivale, ancienne maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq, qui mène la liste LREM. Elle a aussi une longue carrière politique derrière elle. Et puis, il y a aussi Nicolas Thierry des écologistes ou encore Nicolas Florian des Républicains. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, nous sommes en démocratie, donc la diversité est effectivement toujours ça pour faire vivre cette démocratie et cette république dans laquelle on est. Moi, je pense plutôt que Alain Rousset, lui, il défend à la fois un bilan qui est très important, d'ailleurs un bilan dans lequel les écologistes ont participé là-dessus, donc effectivement ils ont pu apporter leurs pattes, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis ce qui compte, c'est pas forcément les adversaires, c'est quel projet on veut pour notre région, et c'est bien là-dessus que l'on doit travailler, et c'est là-dessus que les citoyens doivent se décider. On n'est pas là dans un casting quelque part. On est vraiment pour une ambition pour la Nouvelle-Aquitaine, une ambition encore d'innovation, de changement. On le voit bien, il y a le monde d'après, il y a le monde d'avant. Quel sera le monde d'après ? Et je pense que Alain Rousset, par son attitude aussi fédératrice, il rassemble. Il a su le démontrer sur tout ce mandat-là. Eh bien, c'est des personnalités comme lui qu'il nous faut pour demain préparer le monde de près. Et notamment la transition écologique, elle doit effectivement être très présente dans cette campagne et elle est déjà présente dans nos politiques. Je rappelle qu'Alain Rousset, l'initiative du programme, ce qu'on appelle Néoterra, qui fait qu'aujourd'hui, chaque décision du Conseil régional, et maintenant depuis 2 ans, a toujours regardé par rapport à des valeurs écologiques. Donc il faut continuer tout ça, accentuer tout ça. L'écologie, elle ne peut pas être punitive, il faut fédérer, entraîner les gens avec nous, et Alain Rousset est certainement la meilleure personnalité pour pouvoir le faire. D'ailleurs, vous avez mis en lumière le budget important alloué par la région à votre département de la Creuse depuis 2016, 13,5 millions d'euros en 2019, donc c'est un soutien financier conséquent. La crise que nous traversons depuis 1 an a-t-elle freiné ces aides budgétaires ? Non, mais d'abord, il faut rappeler que Alain Rousset est très clair. Ce n'est pas une politique de guichet, mais de projet. Donc, si la Creuse a été soutenue, c'est parce que nous avions des projets structurants importants. Je rappelle qu'on est le plus petit département de Nouvelle-Aquitaine, certainement aussi un des plus pauvres et un des plus pauvres en France. Donc, il y a besoin effectivement d'une discrimination positive pour ce département-là. Et Alain Rousset aime les territoires ruraux et les soutient. Il redistribue quelque part. Je rappelle qu'une des rôles des missions de l'Assemblée régionale, c'est l'aménagement du territoire. Donc, il est complètement dans son rôle. Il nous soutient. Et effectivement, ce soutien n'a jamais fait défaut, y compris en temps de crise actuellement, parce que dernièrement, Alain Rousset a annoncé la restructuration d'un lycée complet, le lycée des métiers des bâtiments de Felletin, qui est un lycée plus que centenaire, pour travailler quel sera l'habitat de demain. Et c'est un lycée innovant. Voilà, le lac de Vassivière, c'est plus de 1000 hectares, c'est notre petit Québec en Nouvelle-Aquitaine. Et bien, à la région, on va soutenir l'investissement à hauteur de 42 millions d'euros pour effectivement remettre ce site touristique au cœur des préoccupations. Voilà, donc c'est vraiment des projets structurants, importants, et Alain Rousset est présent avec nous. Bon, on va suivre cette élection de près en tout cas. Merci beaucoup Éric Correia d'avoir été avec nous. J'espère qu'elle aura lieu, je ne sais pas. Oui, on espère, c'est vrai. Il y a encore des doutes d'ailleurs sur... Oui, et depuis hier, on le voit effectivement maintenant, les
le président Macron pense peut-être repousser les élections. On verra bien. C'est clair que la sécurité sanitaire est importante sur notre pays, les cas flambent, mais la vie démocratique de nos institutions est aussi importante. Donc en tous les cas, nous nous plierons à ce qui sera décidé, mais nous avons des projets derrière Alain Rousset. Est-ce que Alain Rousset aussi s'inquiète du taux d'abstention qu'il pourrait y avoir ? Je crois qu'il n'y a pas qu'Alain Rousset qui peut s'inquiéter du taux d'abstention, c'est tous les candidats pour le coup, effectivement, parce que le déroulement de la campagne pour le moment n'a pas commencé. C'est compliqué d'avoir une campagne dans des temps comme celui-ci. Donc voilà, peut-être qu'il faut le repousser, je ne sais pas. On verra ce que décidera le comité scientifique et après quels seront les avis des grands partis politiques et en même temps des présidents de région. L'ARF sera certainement consultée. Merci beaucoup Éric Correia d'avoir répondu à mes questions pour le JT de vuedailleurs.com. Dans quelques instants, on continue avec l'actualité culturelle. Et on va terminer évidemment ce JT de vuedailleurs.com par une actualité culturelle. Alors si je vous dis blockchain et vente aux enchères, vous allez me dire quel est le rapport entre les deux et pourquoi en parle-t-on dans cette rubrique ? Eh bien, car pour la première fois, une grande maison de vente aux enchères a mis en vente une œuvre d'art numérique dont l'authenticité est garantie par la blockchain. Alors pour rappel, la blockchain c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations totalement transparente et sécurisée. Mais si on revient maintenant à cette œuvre, il s'agit en fait d'un patchwork numérique d'images assemblées depuis mai 2007, donc ça remonte, par l'américain Mike Winkelmann alias Beeple et qui s'intitule Every Days, the First 5000 Days. Donc 5000 jours durant lesquels l'artiste a ajouté une image par jour. Et ce n'est pas parce que c'est du numérique qu'il n'a pas mis autant d'artisanat, de nuances ou d'intention qu'une œuvre sur toile physique, a-t-il déclaré. Alors la vente en ligne de la maison Christie's, qui a réuni plus de 22 millions de personnes, a trouvé son acheteur. Ce dernier, qui est resté évidemment sans doute anonyme, a déboursé 69,4 millions de dollars, permettant à Beeple de devenir l'un des 3 artistes vivants les plus chers. Une somme donc faramineuse pour une œuvre qu'on ne peut pas accrocher au mur. Voilà pour l'actualité culturelle de ce vendredi. Et c'est déjà la fin de ce JT vuedailleurs.com. Allez sur le site de Cédric Leboussy pour vous renseigner sur toutes les actualités françaises, internationales, culturelles. Vous allez tout retrouver par rubrique. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.